Octobre 1996. L'alliance des Laurent-Désiré Kabila avance depuis l'est du Zaïre. Les villes tombent une à une. L'armée zaïroise, censément l'une des plus puissantes d'Afrique centrale, s'effondre sans combattre. Et Mobutu, le maréchal, l'homme qui a tenu ces pays d'une main de fer pendant 32 ans, est à Lausanne, en Suisse, en traitement médical. Il n'est plus là. Et le fils qui devait être là à sa place, Niwa, le dauphin, est mort des ans plus tôt. Ces soirs-là, dans les palais de Kinshasa, la question que personne n'ose poser à voix haute flotte dans tous les esprits. Si Niwa avait vécu, est-ce que tout ça serait en train d'arriver? C'est la question de cet épisode. Et pour y répondre honnêtement, il faut d'abord comprendre une chose que l'histoire officielle n'enseigne pas. Si tu n'as pas encore vu mon premier épisode, celui sur la mort de Niwa et les silences d'État autour du sida, je t'invite à les regarder avant de continuer. Les liens sont dans la description. On commence exactement là où cet épisode s'est arrêté. Dans la mémoire populaire, Niwa est souvent réduit à une image, les fils aînés de Mobutu. Mortaux, mais cette image efface quelque chose d'important. Niwa Mobutu est le seul des enfants du maréchal à avoir exercé une fonction officielle dans le gouvernement zaïrois. Pas un titre honorifique, pas une position symbolique, une vraie fonction. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, puis à la coopération internationale, c'est documenté dans Jeune Afrique et confirmé par les archives de lefaso.net. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de son titre officiel, Niwa était quelque chose de plus rare encore dans les régimes Mobutu. Il était ambassadeur, itinérant personnel de son père, celui à qui on confiait les dossiers diplomatiques strictement confidentiels, les dossiers que Mobutu ne pouvait pas voir passer par les canaux officiels. Pense à ce que ça signifie concrètement. Dans un régime où tout était surveillance, méfiance et trahison potentielle. Mobutu avait choisi son propre fils pour gérer ce que personne d'autre ne devait voir. Niwa n'était pas dans les palais à attendre sa couronne, il était sur les terrains, en Europe, en Afrique, à construire des alliances. La diaspora congolaise qu'il a connue le décrit comme un homme discret, de fort caractère, qui tenait sa fratrie d'une main ferme. Pas les fils gâtés qu'on imagine parfois, quelqu'un qui avait été préparé. Et cette préparation a commencé très tôt. En 1973, Mobutu écrit une lettre privée à Niwa, qui étudie alors en Belgique. Il a 17 ans. Cette lettre ne sera rendue publique que 25 ans plus tard dans les documentaires de Thierry Michel. Mobutu y explique à son fils adolescent les dangers permanents qui les guettent. Il lui conseille de maintenir certaines relations clés. C'est un père qui forme un successeur, pas un dictateur qui parle à un enfant. Voilà qui était Niwa, pas juste un nom dans un arbre généalogique, un homme construit, formé, positionné et mort à 38 ans au pire moment possible. Pour comprendre pourquoi la mort de Niwa a changé la trajectoire du Zaïre, il faut regarder ce qui se passe entre septembre 1994 et mai 1997, parce que tout se joue dans cet intervalle de moins de 3 ans. Septembre 1994, Niwa meurt à l'hôpital Bichat. À Paris, il a 38 ans, c'est l'héritier, le conseiller, l'homme de confiance. Il disparaît. Dans le même temps, c'est là que la chronologie devient troublante. Mobutu reçoit son propre diagnostic, le cancer de la prostate. Il sait qu'il est condamné à terme. Un père qui perd son fils et apprend qu'il va mourir lui-même au même moment. Ce n'est pas fini. En 1994, c'est aussi les génocides rwandais. Les milices Interahamwe, les génocidaires Hutus, fuient au Zaïre par centaines de milliers. Et Mobutu prend la décision de les accueillir, de les laisser s'installer à l'est du pays, de les laisser se réarmer. C'est une décision catastrophique et c'est elle qui va donner à Kagame, le président rwandais, la justification pour soutenir Kabila 2 ans plus tard. C'est elle qui va déclencher indirectement la guerre de 1996. La question que les historiens n'ont jamais posée directement est celle-ci.
Mobutu dans un état psychologique normal, avec Niwa vivant à ses côtés comme conseiller, aurait-il pris cette décision? Ou est-ce qu'un homme brisé par les deuils, conscient de sa propre mort prochaine, a pris en 1994 les décisions qui ont signé l'arrêt de mort de son régime? La chronologie n'éprouve rien, mais elle pose une question que l'histoire doit regarder en face. Et 3 ans avant Niwa, en 1992, c'est Konga, son frère cadet, qui mourait à son tour dans un accident de voiture à Bruxelles. Les circonstances n'ont jamais été totalement éclaircies. Les clans perdent ces hommes les uns après les autres. Revenons à octobre 1996. L'AFDEL avance, Mobutu est absent. Et on se pose la vraie question concrètement, qu'est-ce que Niwa aurait changé? Les 3 failles dans la chute du Zaïre, 3 endroits précis où une présence comme celle de Niwa aurait pu faire une différence réelle. La première faille, c'est le commandement militaire. L'armée zaïroise en 1996 est une armée sans tête. Les généraux se désolidarisent les uns des autres. Certains soldats vendent leurs armes aux rebelles plutôt que de combattre. Le problème n'est pas le manque de moyens, c'est l'absence de quelqu'un qui soit à la fois légitime et obéi. Niwa avait quelque chose que personne d'autre dans les régimes ne pouvait avoir, la légitimité dynastique combinée à une présence réelle dans la structure du pouvoir. Il n'était pas un général des bureaux, il avait les réseaux, il aurait pu au minimum imposer une ligne de commandement unifiée dans les premières semaines, suffisamment longtemps pour ralentir l'avance de l'AFDEL et ouvrir une fenêtre de négociation. La deuxième faille, c'est la diplomatie d'urgence. En 1996 et 1997, Mobutu était trop compromis pour obtenir un soutien international rapide. Trop de dettes, trop de méfiances accumulées depuis la fin de la guerre froide. Les Occidentaux n'avaient plus besoin de lui comme rempart contre le communisme. Niwa, lui, était une figure différente. Plus jeune, moins chargé symboliquement, formé précisément pour les négociations confidentielles que son père ne pouvait pas mener publiquement. Il avait des contacts en Europe, en Belgique, notamment en France, qui maintenaient les intérêts forts dans la région. La Belgique et la France avaient tout intérêt à une transition ordonnée plutôt qu'une guerre ouverte. Niwa était peut-être les seuls interlocuteurs crédibles qui auraient pu activer les canaux dans l'urgence. La troisième faille, c'est la légitimité populaire à Kinshasa. En 1997, quand Kabila arrive, la population quinoise ne se bat pas pour défendre Mobutu. Elle attend, elle observe. Certains accueillent même Kabila avec soulagement. Le régime Mobutu avait perdu la rue depuis longtemps. Mais Niwa avait une image différente de son père. Dans la mémoire populaire, les témoignages de la diaspora les décrivent comme quelqu'un de plus accessible, plus humain, pas Mobutu, pas la continuité du régime dans ce qu'il avait de plus brutal. Aurait-il suffi à reconquérir Kinshasa? Probablement pas seul, mais un héritier crédible avec une image différente aurait peut-être maintenu une ambiguïté suffisante. Bloc 4. Les limites honnêtes. Mais il faut être honnête, parce que l'histoire contrefactuelle, si elle n'est pas rigoureuse, devient du romanesque. Mais avec Niwa vivant, 3 réalités structurelles limitaient ce qu'il pouvait faire. La première, l'AFDEL n'était pas une simple rébellion intérieure. Derrière Kabila, il y avait les Rwandais de Kagame et l'Ouganda de Museveni. 2 armées régulières, aguerries, financées et soutenues discrètement par Washington. Ce n'était pas une guerre civile, c'était une coalition régionale. Niwa seul, même avec les meilleurs réseaux diplomatiques, n'aurait pas arrêté une machine militaire de cette envergure. La deuxième, la corruption de l'armée zaïroise dépassait la question du leadership. Des soldats qui vendent leurs armes, des officiers qui négocient leur reddition en avance. Ce n'est pas un problème des chefs. C'est une institution effondrée. De l'intérieur, depuis des années, Niwa aurait pu ralentir l'hémorragie, pas la guérir en quelques mois.